de Michel Kafando au Burundi dans le cadre du processus de relance du dialogue. Il a été envoyé par le secrétaire général des Nations Unies. Saisie de 19 tonnes de cannabis dans la région du Darfour au Soudan, un succès attribué à un groupe paramilitaire pro-gouvernemental controversé. Puis le Texas a été frappé par l'une des pires fusillades survenues aux États-Unis. Un homme a tué 26 personnes dans une église en plein service religieux. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue. Je l'annonçais en titre, Michel Kafando, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, vient de conclure une visite de travail d'une semaine dans le pays. L'objectif de la dite visite était de relancer le processus du dialogue en panne dans ce pays depuis plusieurs mois. Voici le reportage. Michel Kafando était en visite de travail d'une semaine au Burundi. Cette visite s'inscrit dans le cadre du processus de relance du dialogue au Burundi. Si l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies n'a pas souhaité s'exprimer dans les médias pendant son séjour dans le pays, un communiqué a tout de même été publié à la fin de sa visite. Il indique qu'un projet de calendrier du processus du dialogue a été convenu avec le facilitateur Benjamin Mkapa. Durant son séjour, Michel Kafando a rencontré le ministre des Relations extérieures pour parler du cadre légal du partenariat entre le gouvernement et son bureau, un cadre jusqu'ici inexistant. Il a aussi rencontré l'évêque de Bujumbura et des diplomates accrédités dans le pays. Michel Kafando n'a cependant pas eu des entretiens avec les leaders des partis politiques. Notons que Bujumbura refuse de s'asseoir avec les opposants en exil et réclame depuis quelques mois le rapatriement de ce processus de dialogue à Bujumbura. Pendant ce temps, au Libéria, la Cour suprême a suspendu ce lundi le processus électoral sans fixer de nouvelles dates au scrutin. Cette décision intervient à la veille du second tour de la présidentielle, initialement prévu pour demain mardi. Un second tour qui devait opposer l'ex-star du football Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai. Dans sa décision, la Cour suprême interdit à la Commission électorale nationale de tenir le second tour de l'élection présidentielle jusqu'à ce qu'elle ait examiné les recours pour fraude présumée sur l'organisation du premier tour. Au Mali, 11 militaires prisonniers d'un groupe djihadiste ont été tués fin octobre dans la région de Kidal après un raid antiterroriste de l'armée française dans la nuit du 23 au 24 octobre. Les soldats maliens tués étaient détenus par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il s'agit d'une organisation djihadiste née de la fusion de plusieurs groupes du Sahel. On fait le point. 11 militaires maliens prisonniers d'un groupe djihadiste au Mali ont été tués dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays, après un raid antiterroriste de l'armée française dans la nuit du 23 au 24 octobre. Selon des sources militaires maliennes, des photographies des corps des soldats maliens tués ont permis de recouper les informations et de confirmer leur identité sans grand risque de se tromper. Les militaires maliens tués ont été faits prisonniers par les djihadistes entre juillet 2016 et mars 2017. Ils étaient détenus par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation djihadiste née de la fusion de plusieurs groupes du Sahel et dirigée par le Touareg malien Iyad Aggali. Le raid antiterroriste de l'armée française qui a causé la mort des soldats maliens avait également permis de tuer 15 djihadistes. La semaine dernière, plusieurs journaux et sites d'information du Mali ont rapporté que les autorités françaises ont reconnu une bavure devant les autorités maliennes, notamment le ministre de la Défense. Au Zimbabwe, la succession du président Robert Mugabe provoque des tensions croissantes au sein du parti au pouvoir. Grace Mugabe a annoncé ce dimanche qu'elle était prête à succéder à son mari. La guerre est donc désormais ouverte entre la première dame et le vice-président Emmerson Mnangagwa, qui est vu comme l'un des successeurs potentiels du président Mugabe. On fait le point. Au Zimbabwe, l'épouse du président Robert Mugabe a annoncé dimanche qu'elle était prête à succéder à son mari.
Cette déclaration intervient à un moment critique où la succession du président zimbabwéen provoque des tensions au sein de la ZANU-PF. Le parti au pouvoir connaît de profondes divisions à propos de la succession du président Mugabe qui a refusé de désigner un successeur. La rivalité est sans cesse croissante entre la première dame et le vice-président Emmerson Mnangagwa qui est vu comme l'un des successeurs potentiels du chef de l'État. Emmerson Mnangagwa a donné à sa femme une circonscription électorale. Mais quand il s'agit de moi, vous mentez aux gens et vous dites que Mugabe et sa femme sont en train de créer une dynastie. Mais maintenant je dis que le président Mugabe me laisse le poste. Avant cette déclaration de la première dame, le président Mugabe lui-même avait laissé entendre samedi qu'il pourrait démettre de ses fonctions le vice-président Emmerson Mnangagwa. La première dame a également accusé dimanche le vice-président d'avoir ourdi des complots, notamment d'avoir préparé un coup d'État au moment de l'indépendance du pays en 1980. Je veux vous dire que depuis 1980, cet homme appelé Mnangagwa voulait préparer un coup d'État en 1980. Je vous dis ce que je sais parce que je suis dans une position privilégiée. Il voulait s'emparer du pouvoir du président. Grace Mugabe a également annoncé que le parti au pouvoir allait bientôt changer ses statuts pour qu'une femme soit vice-présidente. Une telle mesure pourrait permettre à la première dame de remplacer Emmerson Mnangagwa au poste de vice-président et lui ouvrir la voie pour succéder à son mari. Au Soudan, un groupe paramilitaire pro-gouvernemental controversé a saisi 19 tonnes de cannabis dans la région du Darfour déchirée par la guerre. Il s'agit là de l'un des plus importants coups de filet au Soudan. Reportage. Après un échange de tirs avec des trafiquants dans l'état du Darfour Sud, les forces de soutien rapide, un groupe controversé qui combat d'ordinaire les rebelles dans cette région de l'ouest du Soudan, a indiqué avoir saisi la semaine dernière 2 véhicules bourrés de hashish. Ces forces ont montré ce dimanche le cannabis saisi sur une base des forces de soutien rapide à Khartoum. D'après le porte-parole de ce groupe paramilitaire, Abdelrahman Al-Jali, l'embuscade a été tendue aux trafiquants dont les communications téléphoniques avec un autre gang à Khartoum avaient pu être interceptées. Et le cannabis qui vient en général du Soudan du Sud ou d'Éthiopie devait être acheminé vers la capitale. Le 31 octobre, nos troupes ont affronté une bande de trafiquants lorsque nous leur avons tendu une embuscade. Nous avons saisi 2 véhicules contenant 19 tonnes de hashish. Ces dernières années, les médias soudanais ont plusieurs fois fait état de saisie de drogue, mais celle annoncée ce dimanche est l'une des plus importantes jamais rapportées au Soudan. Il faut dire que le groupe paramilitaire à l'origine de cette prise est accusé par des ONG de violation des droits de l'homme au Darfour et dans les États du Nil bleu et du Kordofan Sud. Hors de l'Afrique, à présent aux États-Unis, un homme a tué 26 personnes dans une église du Texas en plein service religieux. Il s'agit là d'une des pires fusillades de l'histoire récente des États-Unis. À ce stade, les autorités n'ont pas communiqué son identité et ses motivations restent pour l'heure inconnues. Cette nouvelle tuerie au Texas intervient 5 semaines seulement après celle de Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière jamais perpétrée dans le pays avec 58 morts. Et parmi les 26 personnes tuées en plein service religieux figure l'auteur de la fusillade, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de familles qui ont perdu certains de leurs, des pères, des mères, des fils, des filles. La tragédie, bien sûr, est aggravée par le fait que ça s'est passé dans une église, un lieu de culte où ces gens ont été innocemment abattus. Il y a 26 vies qui ont été perdues. Nous ne savons pas si ce bilan va s'aggraver ou pas. Tout ce que nous savons, c'est que c'est trop et ce sera un long et douloureux deuil pour ceux en peine.
Actuellement en tournée en Asie, le président américain Donald Trump a estimé ce lundi que la fusillade ne posait pas la question de l'encadrement des armes, mais celle de la santé mentale de son auteur. Il a également dénoncé une fusillade terrifiante. La santé mentale est le problème ici. Sur la base de reports très préliminaires, il s'agit d'une personne très dérangée avec beaucoup de problèmes. Sur une longue période, nous avons beaucoup de problèmes de santé mentale dans notre pays. Comme dans d'autres pays, ce n'est pas une question liée aux armes. On pourrait en parler, mais c'est encore un peu tôt. Heureusement, quelqu'un avait un fusil pour tirer dans l'autre direction, sinon cela aurait été bien pire. Chaque année, plus de 33 000 décès liés aux armes à feu sont recensés aux États-Unis, dont 22 000 suicides selon une récente étude. Le débat sur la réglementation des armes, particulièrement conciliante, est relancé à chaque fusillade d'ampleur. Et pour finir, persécution des membres de la communauté Rohingya en Birmanie. 40 000 enfants Rohingyas non accompagnés se trouvent dans des camps de réfugiés au Bangladesh après avoir fui la Birmanie. Voici le point. Loin d'être les responsables du conflit qui accourt en Birmanie depuis le mois d'août, les enfants en sont malheureusement de grandes victimes. Accompagnés ou non, ils sont des centaines de milliers à fuir pour le Bangladesh. Dans les camps de réfugiés, le taux de malnutrition potentiellement mortel a augmenté de façon drastique chez les enfants Rohingyas. Le nombre d'enfants souffrant de la faim a doublé en quelques mois, à en croire l'UNICEF. Des données préliminaires issues d'une estimation conduite la semaine dernière dans le camp de Kutumpalang au Bangladesh montrent un taux de 7,5% de malnutrition aiguë, sévère, potentiellement mortelle. L'UNICEF et ses partenaires traitent déjà plus de 2000 enfants sévèrement atteints dans une quinzaine de centres et sont en train de mettre en place 6 antennes supplémentaires pour les prendre en charge. En effet, quelques 900 000 musulmans Rohingyas de Birmanie s'entassent dans des conditions insalubres dans des camps de tentes dans le sud du Bangladesh. Environ la moitié des derniers arrivants sont des enfants. L'arrivée de réfugiés se poursuit. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estimant par exemple à 3000 le nombre des réfugiés passant le seul poste frontière d'Anjuman-Para entre mercredi et jeudi. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.